Bonjour Jean-Paul Cadoré, Bonjour. merci d'être avec nous ces mercredis du pavillon. J'ai lu un article dans Sciences et Avenir au mois d'avril qui a fait beaucoup, qui a tourné beaucoup sur les réseaux sociaux et qui nous présentait une future autoroute en biobitume faite à partir d'algues. C'est magnifique, hein, c'est très très beau. Et on se dit, alors là on n'était pas sur le sujet, hein, les algues dans nos assiettes, c'était les algues sous nos roues. Mais tout d'un coup, on entrevoyait, notamment avec les images qui étaient celles qui illustraient cet article dans Sciences et Avenir, on imaginait un futur absolument délirant où le goudron serait donc plus noir, mais d'un très joli vert brillant, parce que les algues ont des propriétés qui permettent de se rapprocher de celles du goudron à partir d'un certain traitement. Et donc cette image a beaucoup circulé, c'est le cas de le dire, et elle a fait beaucoup progresser, je pense, cette idée à un moment que les algues, ça allait rentrer bientôt dans notre quotidien, même si les autoroutes en algues, c'est certainement pas pour demain et peut-être même pas pour après-demain. Mais l'idée est là, elle s'installe progressivement et moi j'ai une toute première question à vous poser comme ça en introduction, mais après on viendra à qui vous êtes et d'où parlez-vous et de quelle autorité vous disposez pour parler des algues. Mais j'avais une toute première question, c'est comment ça se fait qu'on ne s'est pas intéressé aux algues avant? On a l'impression que c'est nouveau, alors ça l'est peut-être pas. Non, ça ne l'est pas, puisqu'il y a des très très beaux travaux, même au 19e siècle, sur les algues. C'est les dimensions économiques qui sont un peu changées. En fait, avant, où c'était des sujets de recherche peut-être plus fondamentaux, on s'est rendu compte qu'on avait là un végétal complémentaire, on a un nouveau végétal en fait, et qu'on pouvait appliquer. Et quand, alors c'est quand ça se date de quand? Il y a eu plusieurs périodes, on peut dire, mais déjà pendant la dernière guerre, il y avait déjà des biofuels à partir de microalgues, il y avait déjà des méthanisations. On va dire qu'il y a eu les années 70 à cause du choc pétrolier, où les Américains ont mis beaucoup d'argent, et d'ailleurs c'était le département de l'énergie qui a mis beaucoup d'argent sur des recherches sur les microalgues, les huiles de microalgues, et partant des huiles, faire des biodiesels. Et puis vous avez le deuxième grand boom des microalgues, c'est 2005-2006. Peut-être revisité parce qu'il y a la génomique, parce qu'il y a maintenant il y a de la bioinformatique, enfin revisité avec des méthodes plus modernes, avec des prix du pétrole qui s'envolent. Donc en fait, il y a des équipes qui peuvent de nouveau trouver de l'argent. Et là, maintenant, c'est ma dernière slide en fait, ce que vous venez de faire, parce que je n'ai pas osé parler de toutes les applications des microalgues. Mais laissez courir votre imagination, vous avez un végétal nouveau, manipulable, extrêmement divers, beaucoup plus divers que que vous avez sur Terre, puisque... On dit qu'il y a 100 000 espèces, c'est ça? Alors on ne sait pas trop. Moi je communique trop. encore sur 200 000, et j'ai Oui, c'est tous les mes chiffres. amis qui sont revenus de Tara Océan, vous savez, qui a fait le tour, Oui. me disent on va à plusieurs millions vraisemblablement. Donc en fait on n'arrive pas à décrire l'inconnu, on ne sait pas combien il y a en mer d'algues et de micro... Enfin d'algues on a une idée, de microalgues on est un peu plus embêté. On va y venir. Alors on a sur cette première slide ou dernière Green-Sea, qui est la société pour laquelle vous travaillez, et GreenTech. GreenTech, c'est la holding. Ça représente quoi? Donc j'ai mis la holding parce que, en fait, on a une holding qui s'occupe de fournir tout ce qui est ingrédient végétal. Et GreenTech était spécialisé en ingrédients terrestres. Et donc GreenSea, c'est un peu la branche marine de GreenTech. Donc je les ai affichées toutes les deux. Fondée dans quelles années? En 92 à Clermont-Ferrand, pour GreenTech. Et GreenSea en 2005 sous le nom de GreenSea, mais en 88 sous le nom d'Aquamer. Donc c'est une des rares sociétés qui, en termes de biotechnologie marine, existe depuis plus de 25 ans. D'accord. Il y a une concurrence aujourd'hui, c'est assez évident, notamment en Bretagne. Il y a beaucoup d'entreprises qui se sont créées et il y a des startups même qui sont dans ce secteur. Quel est votre point de vue sur ce développement économique de ces entreprises? Pour nous, c'est très très important. Regardez, ce n'est pas parce qu'il y a un acteur dans l'agriculture qu'il n'y en a pas une centaine ou des milliers. Donc au contraire, plus il va y avoir d'acteurs, et mieux ce sera. Après, il va y avoir des acteurs très opportunistes, puis il y a ceux qui sont vraiment de fond. Donc l'avenir va dire, ceux qui sont partis faire la course, il y en a qui vont s'arrêter un peu tôt parce qu'ils ont vu un Eldorado sans vraiment avoir tout ce qu'il fallait en main, les clés, mais d'autres sont très très proches. Et puis il y a tout à faire.
on verra encore cette fameuse dernière slide, ça peut être faire des bioplastiques. Nous, on est spécialisé pas mal en pigments. Tout le monde ne fait pas du pigment, parce qu'il y a des couleurs en mer qui ne sont pas venues sur Terre. Donc, on va chercher des rouges et des bleus. Donc, il y a de quoi faire. Il y a beaucoup. Et d'ailleurs, comme on travaille ensemble, on se connaît bien. C'est plus des problèmes d'affinité personnelle que des problèmes de concurrence professionnelle. Si on ne travaille pas ensemble, il faut qu'on travaille ensemble. D'accord. Quelle est la situation d'un point de vue international? Quel est le paysage? La France est bien placée? La France est plutôt bien placée, surtout grâce à un savoir-faire, pas au niveau des investissements, bien entendu. Vous avez des grands pôles, hein, les États-Unis qui ont mis un argent fou. Je pense qu'entre 2005 ou 2006-2007, 150 sociétés ou startups se sont créées autour des deux mots-clés, microalgues et biofuel. Et puis des spécialisations, les Australiens, les Néo-Zélandais, les Israéliens, très en avance. Et puis de très bons acteurs européens. On est en Allemagne, en Espagne, en Portugal, Italie, très bons. Donc en fait, il y a encore une recherche très forte. Il n'y a pas un développement économique qui est encore à la mesure de tout ce qu'on peut faire. Il y a de la place. Il y a déjà des sociétés qui commencent à disparaître. Et nous, on est surtout bon en savoir-faire. Donc il va falloir qu'on fasse attention à ne pas vouloir être des acteurs forcément de la production primaire, mais de continuer d'apporter notre savoir-faire. Qu'est-ce que c'est que les algues? Parce qu'elle parlait d'algues dans nos assiettes. Pour les gens, il y a plusieurs images. Il y a l'algue que mangent les Asiatiques. Et autrement, il y a les algues toxiques, ou alors il y a les algues vertes sur les plages. Donc, il y a plein d'images. Et en fait, faire une conférence sur les algues, c'est comme dire, vous pourriez nous faire une conférence sur les plantes terrestres. Alors, il faut prendre un angle d'attaque, expliquer aux gens que du latex, c'est pas du... Voilà, on va commencer. Et puis là, c'est 1 million d'espèces. Ouais. Puis c'est réparti en familles. Ouais. Des familles qui sont très différentes. Donc, faire une conférence sur les plantes, vous parlez des petits pois, ou vous parlez du cresson, ou vous parlez de... Donc, c'est très vaste. Donc, on va commencer doucement. Il y a les microalgues. Alors les microalgues, c'est plutôt mon monde d'ailleurs. 10 microns, 50 microns, il y a des grosses qui font 100 microns. Donc on est peut-être au million d'espèces. Donc voilà les microalgues. 50% du carbone sur Terre est recyclé par les microalgues. 50%. C'est hallucinant. Des trucs qui font 10 microns quand même. Hein. Je ne vous ai pas tout donné parce que je ne pouvais pas. En plus, ce n'était pas le thème. On a des photos satellites. Vous allez taper NASA microalgues. Vous voyez des photos satellites avec des nappes de microalgues qui sont visibles de satellites, des trucs de 10 microns, et une seule espèce. Sur des kilomètres et des kilomètres carrés, vous avez une seule espèce, parce qu'en fait, elle est capable aussi d'empêcher les autres espèces de pousser. Une qui va bien envoie des signaux et elle empêche l'autre espèce de pousser. Et des cellules qui peuvent empêcher des cellules de pousser, tous les collègues qui travaillent en cancéro sont très intéressés. On est ici du côté du lac Tchad, où de façon ancestrale, on ramasse les spirulines dans des paniers tressés et on met à sécher dans des petits ronds de sable. Je pense que ça, c'est là. Ouais. Donc, que vous voyez ici, là, tac, ils mettent à sécher. Ils font des galettes de spiruline et ils mangent cette galette de spiruline. C'était vrai aussi en Amérique du Sud. On a d'ailleurs découvert les propriétés de la spiruline parce qu'on s'est rendu compte que les gens qui vivaient autour du lac avaient moins de carences alimentaires. Et c'est notamment grâce à l'apport de la spiruline qui est fabuleuse parce qu'elle est autorisée, elle apporte énormément de choses. Donc vous voyez que c'est de façon ancestrale. D'un point de vue plus moderne, on sait maintenant cultiver les microalgues à peu près à toutes les échelles et dans tous les volumes. Vous voyez tout en haut à gauche, c'est pour le bêta-carotène, pour un colorant, donc bêta-carotène issu d'une algue, ça c'est en Australie. En haut au milieu, c'est en Vendée. Il en vit. Il vend une microalgue particulière, vous voyez, c'est cultivé à l'extérieur. En haut à droite, on est en Israël, où les Israéliens sont très avancés, notamment à aller chercher le CO2 au pied des cheminées pour enrichir, parce qu'on a un jeu de CO2. On est avec des plantes, donc on a CO2 en grès, donc il faut aussi de l'intrant. Et tout en bas, c'est tout Green-Sea. Je vous ai mis les tubulures de culture d'algues chez Green-Sea. On cultive à peu près toutes les couleurs d'algues. On a 60 mètres cubes de capacité de... Sans rentrer dans les détails trop techniques, vous
pouvez expliquer un peu plus qu'est-ce qu'il y a dans ces tubes, Bien sûr, quelle température il y fait, on les vide, on les remplit, et ça se passe comment bien sûr. techniquement? Vous voyez bien qu'il y a une différence entre en haut et en bas. En haut, c'est à l'extérieur, moins contrôlé. En bas, très contrôlé. En haut, c'est un peu moins cher parce que ce n'est pas contrôlé. Mais puisque ce n'est pas contrôlé, vous pouvez avoir une autre algue qui s'installe, des contaminations quelconques. Vous ne gérez pas la température. En bas, vous contrôlez pratiquement tout. À l'intérieur des tubes, vous faites courir en fait vos micro-algues dans leur milieu de culture à l'intérieur de tubes où elles sont protégées et elles sont là pour recevoir la lumière. La grande histoire des algues, c'est la lumière. On va chercher l'énergie grâce au soleil ou à un éclairage artificiel. Si les prix auxquels vous vendez vos biomasses vous le permettent, c'est tout un équilibre d'économie. Donc en fait là, en bas à gauche, le milieu de culture circule est repris par des pompes. Ça fait 2,5 mètres cubes en tout. C'est repris par des pompes et en fin de compte, l'algue se promène, se multiplie. Une microalgue, ça se multiplie à peu près tous les jours. Bon, certaines, c'est un peu moins, certaines, c'est un peu plus, mais très grossièrement, tous les jours, ça se divise. Donc ça permet aussi une sorte de bouturage à l'infini de nos cultures. On peut gérer la température, là on est sous serre, on a des systèmes de refroidissement, on peut gérer. L'avantage, si vous voulez, en bas à gauche, c'est comme si on avait un champ de blé, mais avec nos manettes. On voit qu'à telle période, il y a un peu moins d'azote, on peut en remettre. Il y a un problème de fer, on peut en remettre. On peut jouer sur la température, comme vous dites, on peut jouer sur le pH. Donc en fait, on arrive à réguler notre culture et on a un végétal qu'on peut complètement piloter sous nos serres. Une fois que nos collègues dans l'agriculture ont épandu leur engrais, et même si c'est une agriculture extrêmement moderne, je ne suis pas du tout en train d'opposer les deux, il suffit de pluie, il suffit d'un problème, etc. Nous avons, ça a un prix, mais nous avons nos végétaux sous nos tubes. Et vous avez un monde qui, lui, est des macroalgues. C'est la même chose, ou quasi, avec des différences qui sont à la fois importantes, mais de très très grandes similitudes. On parle quand même d'un végétal aquatique. Algues, c'est végétal aquatique, c'est tout ce qu'on peut dire. Elles sont tellement différentes pour les... vous avez quand même un très très évolué, là, les Posidonies en haut à gauche, qui elles sont des plantes supérieures qui sont retournées à la mer. Vous avez une très grande variété, mais vous avez quand même des constantes qui sont... il y a une constante chez les macroalgues, c'est la structure. Donc structurellement, il faut bien qu'elles soient tenues, qu'elles se tiennent ensemble, et c'est du carbohydrate. Là, on est dans des sucres complexes, on va dire, qui font que... Je ne sais pas si je l'ai juste après, je vais revenir. Non, je ne l'ai pas encore, je vous montrerai après. Qui font que tous ces sucres, tous ces gélifiants sont utilisés dans toute l'alimentation. Dès que vous avez un yaourt, dès que vous avez une crème, vous avez des gélifiants qui sont issus de macroalgues, dont c'est le plus gros marché à l'heure actuelle. Donc là, on rentre dans l'alimentaire. On rentre dans l'alimentaire où le plus gros débouché des produits de macroalgues, c'est tout ce qui est agar, carragénane et donc les gélifiants que vous trouvez sous les noms de E400 quelque chose. Je vais vous en montrer un peu, je crois, après. Alors ici, je me suis amusé à mettre quelques chiffres afin de nous nourrir un petit peu. Ça nourrit un chapitre sur les algues et surtout sur les microalgues qui est celui des oméga 3. Vous savez que la source mondiale, vous l'apprendrez peut-être, que la source mondiale d'huile, les fameuses huiles polyinsaturées qu'on a grâce aux poissons, en fait, les poissons ne sont pas plus capables que vous ou que nous de les synthétiser. S'ils les ont, c'est qu'il y a la chaîne trophique qui leur a donné. Des microalgues mangées par des zooplanctons, mangées par des petits poissons, mangées par des gros poissons. Et en fait, on arrive à la fin à une concentration de ce qu'on appelle ces huiles à longue chaîne polyinsaturées en oméga 3 ou en oméga 6. Et ça amène plein de points assez intéressants. Déjà, c'est se demander comment les animaux terrestres sont restés tellement dépendants de quelque chose qui n'est fabriqué qu'au milieu de la mer. Ça, c'est déjà un point qui est assez amusant. Ensuite, tous ces poissons, ces huiles de poisson, dont on en a vraiment besoin, c'était l'huile de foie de morue de ma grand-mère, on les a grâce aux poissons gras. Et vous avez les courbes de pêche et les courbes de production d'huile de poisson en haut à gauche. Le message, il est simpliste.
Pour l'instant, on est étal. On peut fournir au monde de l'huile de poisson et de la farine de poisson. Mais ça va se casser la figure. Qui parierait à l'heure actuelle sur les stocks de pêche? Et quoi qu'il en soit, on ne pourra pas répondre à la demande croissante. Donc une offensive très très forte à l'heure actuelle, c'est de dire mais je vais cultiver les microalgues directement qui les fabriquent. Ce qui marche très bien. Sauf qu'on a des coûts qui sont incomparables. Je pense qu'on doit être du côté de 50 centimes le litre pour l'huile de poisson et 50 à 100 € le litre pour les huiles d'algues. Donc on a un problème de coût. Vous direz le jour où il n'y a plus de poisson, il n'y a plus de problème de coût. Mais pour l'instant, il y a 1 million de tonnes d'huile de poisson. Et ça, c'est des chiffres d'aquaculture. Vous voyez que l'augmentation à l'heure actuelle, je ne sais pas si vous le voyez bien. En gros, tout ce qui est petit en clair, en bleu clair, c'est la pêche. Et en bleu foncé, c'est l'aquaculture. Donc de toute façon, c'est l'aquaculture qui va prendre le pas sur la pêche. À la limite, heureusement, ça va éviter de prendre des risques de disparition des stocks de poissons. Mais ça signifie aussi, aquaculture, ça signifie aussi de l'aliment. Et cet aliment, il faut qu'il soit complet. Donc là, on a un travail très très intéressant qui va être à la fois avec les fournisseurs d'aliments, mais avec des gens comme nous qui vont pouvoir leur fournir des végétaux et des compléments. Les microalgues aujourd'hui, c'est plusieurs applications. Souvent des applications de compléments alimentaires. On a parlé de la spiruline tout à l'heure. Donc vous avez de très très belles offensives de gens qui vendent. Il y a beaucoup. Je n'avais pas assez de place. Je me suis amusé, je me coupe moi-même, mais enfin, vous allez voir comprendre pourquoi. Je me suis amusé à aller chercher DHA microalgues. Et puis j'ai mis toutes ces petites bouteilles que je trouvais en bas. À chaque fois, c'est un fournisseur différent. Mais j'ai arrêté, j'aurais pu en mettre, je pense, 3 lignes. Il n'est pas invraisemblable qu'ils aient tous les 2 ou 3 mêmes fournisseurs d'algues. Mais vous voyez un petit peu le marché et la marge et la valeur ajoutée que ça signifie de vendre à l'heure actuelle du DHA de microalgues. C'est vrai pour le bleu, je vous en ai mis un ici, qui vendent des extraits de spiruline, donc le pigment bleu avec des allégations sur la fatigue, on pourra argumenter sur ces sujets de l'allégation, qui commencent à être de plus en plus contrôlés par l'Europe. Maintenant, on voit que l'Europe impose en disant attention, vous n'avez pas le droit d'alléguer ça et ça et ça, donc ça devient... Et puis des boissons à base de spiruline. Vous avez ici l'offensive d'une jeune start-up qui s'appelle Springwave, enfin la start-up s'appelle Algama. Ils vont passer d'ailleurs en octobre sur les stands de l'exposition avec qui on travaille. Vous avez des applications on fait des chips, on fait des pâtes, qui permettent d'apporter ces algues. On n'a pas de culture de manger des algues directement comme ça, donc c'est plus le mettre dans d'autres aliments. Et je vous ai mis au milieu, pour ceux qui ne connaissent pas Roquette, Roquette c'est plusieurs milliers d'employés dans le nord de la France. C'est au départ la valorisation des amidons, etc. Maintenant, dès que vous avez un sucre ou même un faux sucre quelque part, il y a la grande chance que ça vienne de chez Roquette. Et ils se sont emparés du sujet algues pour en faire 3 farines alimentaires. Je pense qu'elles sont pas loin d'être commercialisées, mais elles ne le sont pas encore. Ils ont d'ailleurs fait déjà des essais avec des gâteaux, avec des tas de choses. Et je vous ai mis les trois farines de microalgues qui vont être commercialisées par Roquette. Une brute, une enrichie en huile et une enrichie en protéines, sans gluten, etc. Donc vous voyez qu'on va avoir une offensive moderne de l'utilisation des microalgues en alimentation. Donc après, je pense que je vous ai mis les macroalgues aujourd'hui. Évidemment, tout le monde connaît, c'est nori et autres wakame, même si on n'est pas toujours sûr des termes, puisqu'il y a un peu une découverte. Pour la France, pour l'Occident, pour les États-Unis dans tous les cas, c'est sûr, et puis pour l'Asie évidemment, c'est un marché important. Et vous avez vu le nombre de E400, donc je pense que je les ai mis là, ils doivent être notés quelque part, oui. Ils sont notés ici, des E400 à 400, je ne dis pas bien 405, 407, etc. Et puis vous avez toutes les applications. Donc à chaque fois que vous avez des glaces, crème glacée, desserts lactés, lait gélifié, chocolaté, des crèmes, des gommes à mâcher, des boissons alcoolisées aux extraits végétaux, produits de charcuterie, matières grasses allégées, pâtes à tartiner, desserts lactés, frais gélifiés, etc. etc. Je ne sais pas si vous pouvez lire. Enfin, vous voyez un peu l'esprit de toute façon du point. C'est que à chaque fois vous avez
des gélifiants issus d'algues. Ce qui est plutôt une bonne nouvelle, parce que c'est plutôt... alors bio, il faut faire attention au terme, mais c'est naturel. On est contre une chimie, justement. On est en train de chercher un gélifiant qui est issu d'algues. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Et vous en avez vraiment partout et c'est un marché important. Ça continuera de se développer. Alors ce qui est très, très, très intéressant, et là je vais déborder un peu, c'est que tous ces sucres complexes, parce qu'en fait ce sont des assemblages de carbohydrates, en fait, des chaînes carbonées, les applications sont, comment dire, on n'arrive pas à en voir la fin. Ces polysaccharides, nous on fait des travaux dessus, j'ai des collègues qui travaillent là-dessus, sont pour certains employés dans la reconstitution osseuse, dans des héparino-mimétiques, c'est-à-dire des anticoagulants, dans des applications anti-inflammation. Donc en fait, ces sucres sont tellement complexes. Ils peuvent être longs, ils peuvent être ramifiés, ils peuvent être coupés comme ceci, comme cela. De la façon dont vous les coupez, ils ont des applications différentes. On a un champ d'investigation qui est énorme, énorme, plutôt plaisant d'ailleurs. Les microalgues demain, c'est toujours dangereux de mettre quelqu'un sur une scène et puis lui demander de faire le futurologue. On se sent investi tout d'un coup d'un droit à donner la bonne parole. On a quand même quelques clés. Parce qu'on discute, on a quelques convictions, parce qu'on est tout le temps dans le bain. Je pense qu'il va y avoir deux grandes évolutions qui vont être assez paradoxales. Je vous ai mis en bas à gauche toutes ces petites cultures de spiruline qui se créent partout en Afrique et d'autres pays défavorisés. J'avais un collègue qui est devenu un ami qui avait créé ça au Sénégal, de la microculture adapté au village. Il avait lancé d'ailleurs des programmes avec des laboratoires européens d'études de l'impact de la distribution de spiruline dans les écoles sur les gamins. Il y avait une distribution dans les dispensaires de spiruline. Donc mon impression, c'est qu'il va y avoir un maillage de ces petites cultures qui vont permettre à des communautés qui sont peu occidentalisés, pour reprendre ce terme, d'acquérir des compléments alimentaires. Ça, c'est une première chose. En haut à gauche, je vous ai mis une fausse, c'est du Photoshop. Vous aurez vraisemblablement un jour des centaines et des centaines d'hectares de microalgues pilotés par ordinateur. Tout sera sous acquisition, avec des inconnus. Quel est l'impact sur le climat de mettre des centaines d'hectares, de recréer du marais, en fait. Dès qu'on va intensifier, on va se retrouver dans les mêmes situations que l'agriculture intensive, avec l'arrivée de maladies, avec des dérives génétiques. Donc en fait, on a énormément à faire sur ce point, mais ça se fera. Ça se fera pour quelques raisons principales. C'est que, je vais vous donner quelques chiffres. La biomasse à l'hectare, il faut que je les retrouve et que je ne vous dise pas de bêtises. La biomasse à l'hectare, quand vous faites du colza, du soja, en Europe, c'est à peu près 1 gramme au mètre carré. Je dis l'hectare, pardon, au mètre carré. Donc vous faites par jour 1 gramme de végétal au mètre carré. Peut-être 2, peut-être 3. Mon collègue qui est en Vendée, là, que je vous ai montré, un cultivateur de microalgues en Vendée, il fait 13 grammes à l'hectare. Il le fait. L'hiver inclus. Si vous êtes sur la Méditerranée, au mètre carré, vous faites 20 grammes. 20 grammes par mètre carré par jour de biomasse. Là, vous en faites peut-être 4-5. Donc vous voyez que de toute façon, on a un végétal qui peut s'adapter à des régions, qui a une productivité à l'hectare ou au mètre carré, j'arrête pas de me reprendre, beaucoup plus forte. Moi, je vous ai apporté ici un sourcing, c'est-à-dire regarder une source végétale supplémentaire. Mais les algues ne sont pas extraites du monde. Donc de toute façon, d'un point de vue économique, ça va suivre vraisemblablement, très vraisemblablement le même chemin. Il y aura du Monsanto, il y aura des lobbies, il y aura de gros investissements, il y aura des réactions à ces investissements, il y aura une législation à adopter sur vous avez le droit de mettre ça dans la mer, parce qu'en fait, on est aussi dans la même piscine. Il paraît, c'est des Chinois qui me l'ont dit, qu'ils ont déjà des hectares de macroalgues transgéniques en mer.
Donc là, on peut faire ce qu'on veut avec nos lois. On est quand même dans la même mer. Là où une vallée pouvait avoir un OGM quelconque, là, dans la mer, on est dans la même piscine. Si on n'est pas dans les eaux territoriales, effectivement. Tout à fait. Et ils ne vont pas s'arrêter. C'est la ZE, stop, j'arrête, là, je suis pas là. Donc tout va passer par la loi, mais de toute façon, les OGM aussi, tout va passer par la loi. On déborde du sujet alimentaire. C'est comme nourrir la planète, c'est-à-dire nourrir la planète, c'est aussi, c'est à la fois effectivement trouver des algues, de nouvelles sources alimentaires, mais le sujet le plus grave peut-être, c'est moins ça que les corruptions, les guerres, enfin, etc. Je suis hors de mon sujet. On a effectivement une source, mais on n'arrêtera pas forcément les difficultés qu'ont de très nombreuses populations à se nourrir parce qu'on a les algues.